Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une autre séance de la matière de Management 2, présentée par moi-même, votre professeur Rabi Bouchra. Donc comme c'est des cours en ligne, c'est toujours présenté sur la plateforme Moodle de notre faculté des sciences juridiques, économiques et sociales UJDA. Donc avant de commencer, je tiens à féliciter les étudiants qui ont contribué ou qui ont répondu aux différents quiz de la matière. Donc pour ceux qui n'ont pas toujours répondu, vous aurez toujours la possibilité, puisque c'est des quiz ouverts durant toutes les séances, les différentes séances du cours. Mais comme vous avez juste une seule tentative de quiz, il faut saisir l'opportunité une seule fois. Donc comme je vous ai dit sur les notes sur la plateforme, c'est des quiz qui vont contribuer à votre note finale de la matière. C'est des questions surtout spécifiques aux différentes séances. Ça ne veut pas dire que c'est des questions qu'on va avoir aux examens, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment des questions à titre indicatif, et surtout les réponses qui vous sont demandées sont des réponses qui vous viennent à la tête. Donc c'est des notions que peut-être vous avez ratées, vous les avez pas, ou vous n'avez pas bien compris. Des fois on les comprend mais on a du mal à répondre. Donc c'est pour ça il faut vraiment se concentrer quand vous essayez de répondre aux questions. Donc à titre indicatif, c'est entre parenthèses cette remarque. C'est ça. Avant d'entamer la séance suite, je tiens à vous montrer une petite différence qui existe entre les différentes écoles. En général, pour les premières écoles étudiées dans ce cours de management, vous avez pu remarquer que chaque école était traitée à travers un ensemble de personnes. Ces personnes, c'est les théoriciens, que leur nom reste gravé dans nos mémoires lorsqu'on veut expliquer. Une de ces écoles, par exemple, si on prend l'école classique, on a Fayol, Ford et Taylor. L'école des relations humaines, on a Maïten Mayo, par exemple. Donc chaque école elle a un symbole. Ce symbole, c'est le nom d'un théoricien. Alors que si vous remarquez, par exemple, pour ce qui est des théories modernes, c'est aussi des théoriciens, mais le plus important, c'est de se rappeler de l'intérêt défendu par chaque école. Donc en général, l'intérêt défendu, c'est plus important de comprendre l'idée générale de la théorie ou de l'école moderne que de comprendre c'était quoi l'apport de chaque théoricien. Donc ça fait une différence entre les différentes écoles. Donc ce que je vous montre ici, c'est qu'il faut, quand vous révisez les écoles précédentes, oui, bien sûr, c'est important de savoir que chaque résumé qu'on a vu est très important à maîtriser. Donc, quand je parle de résumé, je parle de l'introduction que je donne dans chaque début de séance, concernant l'école précédente qu'on a déjà étudiée. Donc, c'est très important. À la fin du cours, on sera capable de prendre chaque slide ou chaque présentation qui fait un petit résumé ou une petite synthèse de chaque école qu'on a étudiée. Donc, on va faire une grande synthèse de toutes les écoles qu'on a étudiées. Donc, ça va être le cours que vous devez carrément apprendre par cœur, que comprendre que, oui, à partir des premières écoles des théories classiques, les théories néoclassiques, oui, c'est un ensemble de théoriciens qui ont parlé et qui ont fait des apports dans chaque école, bien sûr qui étaient des fois 2 ou 3 ou 4 théoriciens, mais par la suite, comme les théories modernes par exemple, elles ont beaucoup de théoriciens qui ont contribué au travail, au succès de cette théorie. C'est pas l'intérêt de comprendre c'est quoi l'apport de chaque théoricien, mais ce qui est important, c'est de comprendre quel est l'apport, quelle est l'idée générale de chaque école. Donc, c'est ça le point de vue qu'il faut comprendre. Donc, on va essayer, ou on a déjà essayé dans chaque séance de commencer par un résumé de la séance précédente. Donc, ce résumé-là, on va le prendre et on va le traiter à la fin du cours, qui va être la grande synthèse des grandes écoles, et qu'on va essayer de mémoriser à travers quelques petits exemples, et en même temps de se rappeler des grandes idées des différentes théories modernes. Donc la séance d'aujourd'hui, elle va être autour de l'école de la décision, qui fait partie des théories modernes. Cette école, elle défend plusieurs idées. Il y a différents théoriciens aussi qui ont défendu leurs idées dans la prise de décision dans des organisations.
et à quoi contribue exactement la décision, c'est quoi son apport dans une organisation. Et aussi, on va comprendre les différents aspects des rationalités. Donc, comment on peut rationaliser une décision à travers un ensemble de moyens qu'on va utiliser. Bon, avant de commencer, on va essayer de faire un petit rappel concernant l'école de la contingence, puisque c'est une grande école et qui a eu plusieurs théoriciens qui ont contribué à son succès, mais aussi qui ont donné plusieurs idées. Mais ces idées sont en général sous forme de facteurs. Donc, comme on l'a vu, c'est des facteurs internes et des facteurs externes. Pour ce qui est des facteurs internes dans une organisation, donc pour ces théoriciens, on a la taille, l'âge et la technologie et les choix stratégiques d'une organisation qui font une différence d'une organisation à une autre. Donc c'est pour ça qu'on parle de la contingence entre des facteurs internes et des facteurs externes. Donc pour les facteurs internes, donc on a les 4 éléments. Donc chaque élément a un poids, a une unité qu'il faut analyser pour contribuer à la réussite de l'organisation. Donc il faut bien comprendre ces 4 éléments pour essayer de s'adapter, d'adapter plutôt les facteurs internes à l'organisation en tant que telle. Donc pour ce qui est des facteurs externes, donc aussi il y a plusieurs théoriciens qui ont parlé de l'environnement en général. Cet environnement qui est externe, bien sûr, donc on parle de l'environnement externe, c'est pour ça qu'on dit des facteurs externes. Donc ces facteurs externes, ils prennent plusieurs formes, donc il est très important de parler de l'influence de l'environnement pour commencer, d'étudier ces facteurs. Et aussi, on parle aussi de la différenciation et l'intégration organisationnelle, donc là, on a parlé des stratégies d'intégration en général. Et aussi, là, pour ce qui est de voir un petit peu la meilleure façon de s'organiser, d'organiser, soi-disant, l'entreprise afin de tenter de contrôler l'environnement externe. Donc, ça, c'est les premiers fondateurs des facteurs externes. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'école de la contingence. C'est une grande école, oui, parce que c'est la première école qui a parlé de certains facteurs internes et des facteurs externes. Il y a aussi d'autres théoriciens qui ont parlé des facteurs internes en dehors de l'école de la contingence. Donc, des fois, on les contribue à l'école de la contingence, des fois, on ne les inclut pas parce que si on prend par exemple le théoricien Mintzberg, donc on a parlé de ça durant les premières séances du cours. Si vous vous rappelez, on a parlé d'un concept qui est relié à l'école de contingence. Si vous vous rappelez de la taille, l'âge, la technologie et la stratégie. Donc, Mintzberg aussi a analysé ces 4 éléments. Mais il y en a qui l'affectent à l'école de la contingence, il y en a d'autres qui disent non, il ne faisait pas partie de l'école de la contingence. Donc pour éviter ce compromis, donc on essaie de le distinguer parce que Mintzberg, il a étudié plusieurs travaux, donc son nom est très connu. Il a étudié plusieurs travaux reliés à plusieurs écoles. Donc c'est pour ça qu'on n'affecte pas une école. Bon, des fois on l'affecte, des fois non, mais en général, lui seul, moi je dirais que lui seul est une école. Donc il a consacré plusieurs travaux concernant l'école des relations humaines, concernant l'école classique, concernant l'école de la contingence, et aussi plusieurs autres écoles, comme on va le voir durant cette séance. Aussi, il a contribué à des travaux concernant, ou des idées concernant l'école de la décision. Donc, on va le voir souvent, le nom de Mintzberg s'attacher à plusieurs notions du management, mais on va essayer de consacrer une séance qui va parler que des travaux de Mintzberg en général. Donc, c'est ça. Donc, en général, l'école de la contingence, il a étudié des facteurs internes et externes. Donc, ce qui est important, c'est pour ça que je vous ai dit au slide précédent que il est important de comprendre qu'est-ce que cette école, qu'est-ce qu'elle défend. Donc cette école, elle vient parce qu'elle a fait des limites à l'école précédente. Et comme l'école de la contingence, elle a fait des limites à la notion de l'école de ressources humaines, à la notion de l'école classique. Et elle a fait un apport qu'il ne faut pas se limiter à un choix ou se limiter à des facteurs, soi-disant à des facteurs limités. Mais il faut distinguer entre deux facteurs, donc des facteurs internes et des facteurs externes qui font référence à l'environnement pour essayer de contrôler son organisation et faire face à ces deux éléments, soi-disant internes ou soi-disant externes.
Donc l'école de la décision, on va la traiter avec ou à travers différents points. Donc on a ici consacré 5 points, donc on va voir dans chaque partie du cours. Donc premièrement, c'est la décision comme processus d'optimisation. Donc on va comprendre comment la décision elle peut contribuer à optimiser l'organisation. On va parler aussi de la rationalité limitée. Qu'est-ce que la rationalité limitée et quel est son rapport avec la prise de décision? On va aussi parler des types de processus décisionnels dans l'organisation. Quels sont ces types? Et aussi, il y a un modèle qui est très connu dans l'école de la décision, qui est le modèle de la poubelle, ou on l'appelle aussi le modèle de la marmite. Et cinquièmement, on a le pouvoir et le processus de décision. Donc, quel est l'apport ou quelle est la relation entre le pouvoir et la décision en général? Donc, pour commencer, on va un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est que la décision à travers le verbe décider. Donc, décider revient à choisir une option parmi un ensemble de possibilités. Donc, si on veut décider, donc on a un ensemble de possibilités et on va essayer de trouver un choix parmi ces possibilités. C'est la situation à laquelle sont confrontés les managers en général. Donc, lorsqu'on parle de management, si vous vous rappelez, durant le premier cours, on parlait que du manager. Donc, c'est un cours qui est surtout fait pour les gens de management. Donc, comme vous êtes des étudiants en économie et gestion, donc vous allez être tenu de gérer soit des affaires ou gérer même votre vie quotidienne. Donc, vous serez amené à utiliser le management. Donc, pour les grandes décisions, donc c'est-à-dire celles qui ont un caractère unique, ou pour les petites décisions, donc c'est-à-dire qui ont un caractère répétitif. Donc, on est toujours là pour décider, mais des fois, on décide avec des situations qui sont uniques, qui viennent une fois par, mais des fois, on décide avec des situations répétitives, donc qui viennent dans notre vie chaque jour. Les managers ne sont pas les seuls concernés par la prise de décision, donc selon le niveau de centralisation ou décentralisation. Donc lorsqu'on parle de manager et d'organisation, donc on parle de la centralisation et de la décentralisation. Donc des choix peuvent être faits à tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle. Et l'enjeu est donc de savoir comment se prennent les décisions, à la fois à l'échelle individuelle et dans aussi le contexte organisationnel. Lorsqu'on sera, on sera, on sera là pour travailler dans une organisation, donc on sera toujours appelé à prendre des décisions. Donc pour commencer, on va essayer de comprendre l'école de la décision à travers la décision. Donc la décision et quel est son apport ou sa contribution dans une organisation, ou quelle est son importance surtout. Donc la décision, il est étudiée à travers deux éléments qui sont l'optimisation et l'incertitude. Donc quelle est la relation entre décision et optimisation, et aussi quelle est la relation entre décision et incertitude. Donc, pour ce qui est de la décision et l'optimisation, donc on a une vision traditionnelle de la prise de décision qui se réfère à une logique de rationalité. Donc, il faut être rationnel pour prendre déjà une décision. Donc, elle est héritée de l'approche économique néoclassique standard. Donc, si vous vous rappelez, dans laquelle l'individu représentatif est un homo economicus, donc c'est-à-dire capable de prendre une décision qui maximise son intérêt pour un ensemble de contraintes données. Donc, même si on a des contraintes ou un ensemble de problèmes, donc on va essayer de prendre la décision. Donc, faire face à une situation de choix, l'individu rationnel identifie toutes les alternatives possibles. Donc, ici, on est en situation d'étude. Donc, on fait une étude de choix. Donc, on évalue les conséquences et on choisit l'option qui optimise l'objectif qu'il cherche à atteindre. Donc, on va déjà, si vous vous rappelez de la définition du management ou du manager, donc le management, c'est un ensemble de moyens utilisés pour atteindre un ensemble d'objectifs ou pour atteindre l'objectif dicté ou l'objectif de l'organisation. Donc déjà, le mot management, il est appelé à partir de cette définition, donc on est appelé à trouver un ensemble de moyens. Donc on va choisir. Donc on doit décider quels sont ces éléments déjà ou quels sont ces moyens qu'on va utiliser pour atteindre un objectif donné. Donc cette forme de prise de décision conduit à un résultat unique, car seule l'option qui optimise l'objectif à atteindre est retenue. Donc c'est logiquement parlant. C'est pour cette raison que l'on parle à son sujet de rationalité substantive, c'est-à-dire d'une rationalité qui conduit au résultat optimal, c'est-à-dire unique.
Donc c'est pour ça, il y a une petite différence entre rationalité ici, mais qu'on va le voir durant les prochains slides plus spécifiquement. Donc si on parle aussi de la décision et l'incertitude dans une organisation, donc pour prendre des décisions de manière rationnelle, ne signifie pas toujours que tous les états du monde possible sont connus, donc de manière certaine à l'avance. Donc déjà pour commencer, euh, pour choisir un ensemble de moyens, donc on est confronté à déjà, on ne sait pas quels sont les résultats possibles. Donc ça c'est logique. Donc trois grands cas de figure existent, chacun appelant des règles de décision particulières. Donc on a la certitude, le risque et l'incertitude dans une organisation. Donc pour ce qui est de la certitude, lorsque le décideur connaît parfaitement les conséquences de chaque choix, dans ce cas, il est a priori aisé de déterminer la solution optimale. Donc dans le cas de certitude, donc on est sûr d'arriver à un objectif défini, ou d'utiliser un certain ensemble de moyens, donc on va les utiliser sans hésiter. Pour ce qui est du risque, donc lorsqu'un choix peut entraîner plusieurs conséquences, mais que le décideur connaît la probabilité de chacune de ces conséquences. Dans ce cas, la règle de décision consiste à choisir l'option qui a le plus grand ou la plus grande probabilité de se rapprocher de l'objectif visé. Donc là, c'est quand le risque, qu'on est en situation de risque. Donc déjà, quand on parle de risque, donc on sait qu'il y a un risque. Donc on connaît les différentes probabilités de réussir ou d'atteindre l'objectif visé. Donc on va essayer de choisir l'option qui va nous minimiser les risques ou qui va avoir moins de risques sur l'atteinte de l'objectif. Et pour ce qui est de la troisième situation, qui est l'incertitude, donc là, lorsque les décideurs ne connaissent pas les probabilités de réalisation de chacune de ces conséquences, dans ce cas, la règle de décision consiste en général à déterminer pour chaque option ce qu'il pourrait advenir de pire et à retenir. Donc au final, l'option qui a les conséquences les moins négatives lorsque le pire se produit. Donc on parle ici d'une règle de type minimum. Donc la décision comme étant un processus d'optimisation, on a vu que c'est une situation de choix. On a une situation de choix d'options et aussi des alternatives possibles afin d'atteindre un objectif défini. Donc comme exemple d'un cas pratique dans une organisation, on peut prendre une machine qui est vieillissante dans un atelier et que l'on cherche à la changer. La démarche rationnelle consiste premièrement à définir précisément l'objectif que doit remplir cette machine en termes de rendement, de fonctionnalité et d'insertion dans le processus de production. Ici, ça consiste vraiment à comprendre, à connaître quelle est l'utilité de la machine, donc est-ce qu'elle est vraiment utile dans le processus de production. Deuxièmement, à recueillir et analyser l'information sur tous les équipements possibles chez tous les fournisseurs. Ici, donc là, il y a même des logiciels, comme je l'ai dit souvent dans les premiers cours, en cas pratique, on a des logiciels qui aident le manager dans ses prises de décision, notamment l'analyse des prix des fournisseurs et aussi des clients. Donc là, on a les fournisseurs, donc ça consiste vraiment à connaître quel est le meilleur prix où on peut acheter cette machine. Et troisièmement, à classer toutes ces solutions en fonction de leur adaptation aux critères de performance recherchés et à sélectionner la meilleure. Donc là, afin d'atteindre l'objectif fixé. Comme ce processus est supposé être rationnel, il peut être rejoué plusieurs fois par des acteurs différents. Donc il aboutira systématiquement au même choix. Donc là, on a le système de répétition. Donc pour comprendre l'école de la décision, le deuxième point, c'est la rationalité limitée et sa relation avec la prise de décision. Donc ici, c'est Herbert Simon qui est à l'origine d'un ensemble considérable de travaux qui prend comme point de départ le fait que dans les organisations, les conditions sont rarement celles qui sont requises pour que s'exerce une rationalité absolue. Donc c'est pour ça qu'il parle de rationalité limitée. Donc selon lui, le milieu organisationnel et social doit être pris en considération. Donc il est nécessaire de pouvoir intégrer les dimensions subjectives et relatives dans la prise de décision. Pour que la rationalité absolue puisse s'exercer, donc il doit y avoir un seul décideur. Donc, ou alors plusieurs décideurs qui partagent exactement le même objectif et le même système de préférence. Donc le décideur doit être en mesure de connaître toutes les alternatives d'un choix et d'en évaluer toutes les conséquences. Donc, enfin, il doit exister des critères de choix qui permettent sans aucune ambiguïté de dire quelle est la meilleure alternative. Dans une organisation, ces conditions ne sont pas réunies. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un objectif unique parfaitement partagé par l'ensemble des membres. Donc, il y a différentes idées, différentes façons de voir les choses.
qui servirait de guide aux décisions. Le temps disponible ne permet pas d'explorer toutes les alternatives, donc on n'a pas assez de temps. Des fois, on doit prendre des décisions dans le moindre temps possible. Et les conséquences d'une décision ne sont pas connues à l'avance et c'est souvent sur la base des expériences passées qu'elles vont être évaluées. Et finalement, l'impact d'une décision dépend en grande partie des décisions qui sont prises par les autres acteurs. Donc c'est pour ça qu'on parle d'expérience. Donc c'est important que la manager ait beaucoup d'expérience pour pouvoir analyser quelle rationalité qui est utilisée dans l'organisation. Donc le deuxième élément, c'est la rationalité, comment on peut la comprendre. Donc il y a une rationalité substantive et on passe de cette rationalité à une rationalité procédurale. Donc c'est ce qui fait son nom. Donc il est fait par un ensemble de procédures. C'est ce qu'on va voir. Donc dans ces conditions, la rationalité absolue ne peut s'exercer pleinement dans les organisations. On parle alors de rationalité limitée. La rationalité limitée, c'est la rationalité substantive. À la rationalité de l'homme économique décrite précédemment, Simon substitue celle de l'homme administratif. Donc là, il ne s'agit pas de rejeter le principe de la rationalité, mais d'aboutir à une description plus réaliste de la façon dont elle se manifeste dans les organisations. Donc, au lieu de mettre en œuvre un comportement absolument maximisateur, les décideurs dans une organisation, pour lui, vont, dans les faits, arrêter leur processus de recherche lorsqu'ils auront trouvé une solution satisfaisante. Donc, c'est-à-dire une solution qui remplit les critères recherchés compte tenu de l'information incomplète ou de la pluralité d'objectifs, de l'incertitude et des limites des décideurs. De manière imagée, cela revient à s'arrêter de chercher une aiguille dans une meule de foin, une fois que l'on a trouvé une aiguille suffisamment fine pour coudre, et non lorsqu'on sera certain d'avoir trouvé l'aiguille la plus efficace. Donc, on parle alors de rationalité procédurale pour décrire le fait que le jugement de rationalité se porte sur le processus qui conduit à la prise de décision. Ce type de rationalité ne se concentre pas sur la solution à un problème, mais sur la méthode qui conduit à trouver cette solution. Il découle de la prise en compte de la rationalité qui conduit, ou de la rationalité procédurale, qui conduit à deux conséquences majeures pour la compréhension des organisations. Donc ici, il est nécessaire d'accorder de l'importance au processus de décision pour eux-mêmes et de ne pas considérer qu'ils aboutissent obligatoirement aux résultats optimaux. Donc, et aussi, une deuxième conséquence, c'est les solutions rationnelles. Donc, pour ce qui est de ces solutions, ils ne sont pas uniques, car il existe une pluralité de réponses qui permettent d'apporter une solution satisfaisante à un problème donné. On poursuivra avec le même exemple précédent concernant la machine vieillissante pour comprendre la rationalité limitée et sa partie dans la prise de décision. Et afin aussi de comprendre qu'il est impossible d'exercer la rationalité absolue dans dans les organisations. Donc, dans les faits, une machine vieillissante est souvent remplacée par la première machine qui, au cours du processus d'exploitation, remplit de manière satisfaisante les critères de choix. Cela peut être celle présentée par le fournisseur habituel ou bien celle qui a la préférence du chef d'atelier. Peut-être aussi reproduire à temps de manière automatique des choix antérieurs. Dans ce cas, il n'est pas sûr que le choix soit réellement optimal, mais il aura été plus rapide et donnera sans doute satisfaction. On comprend facilement que selon l'ordre dans lequel se déroule la séquence de décision ou selon les acteurs à qui l'on s'adresse, d'autres solutions auraient pu être trouvées. Le troisième élément étudié dans l'école de la décision, c'est les types de processus décisionnels dans une organisation. C'est James Thompson qui a fait l'étude de ce point. Donc, il a montré que plusieurs types de processus décisionnels peuvent coexister dans les organisations et qu'il est donc nécessaire de prendre en considération plusieurs cas de figure. Les protagonistes d'une organisation peuvent être d'accord ou non en ce qui concerne les buts à atteindre et les préférences associées. Ils peuvent aussi diverger ou non sur la relation ou les relations de cause à effet, c'est-à-dire sur l'interprétation des situations et sur les façons de résoudre les problèmes rencontrés. Ces deux dimensions peuvent être croisées pour donner lieu à 4 situations différentes en matière de processus décisionnels. Donc, lorsqu'à la fois les objectifs et les façons de résoudre les problèmes sont clairs et partagés, donc le contexte de la prise de décision est celui qui est le plus compatible avec une approche rationnelle, donc là c'est pour ça qu'on parle d'approche rationnelle,
permettant des calculs et des optimisations au sens traditionnel du terme. Deuxièmement, lorsque les objectifs sont clairs et partagés, mais il y a des divergences ou des incertitudes sur les meilleures façons de résoudre les problèmes. L'approche rationnelle et calculatoire cède du terrain à une approche plus intuitive. Donc la deuxième approche, c'est l'approche plus intuitive, faite de jugements éclairés, de processus essais-erreurs, basés essentiellement sur les expériences antérieures. Le troisième type de processus, c'est lorsque, à l'inverse, ce sont les objectifs qui sont divergents et incertains. Alors même en présence d'un accord relatif sur les méthodes, le processus décisionnel sera de nature plus politique et résultera de compromis entre les différents groupes, de coalitions d'intérêts, de négociations et de marchandage. Donc c'est pour ça qu'on parle d'approche de nature plus politique. Et enfin, lorsque ni les objectifs ni les façons de résoudre les problèmes sont clairs et partagés, donc Thompson estime qu'il faut s'en remettre à l'inspiration d'un leader. Quand on parle d'un leader, donc c'est un manager qui pourra intervenir et trouver une issue à cette situation. Donc pour le quatrième élément pour comprendre l'école de la décision, c'est le modèle de la poubelle. Dans certaines organisations ou bien à certains moments de la vie de toutes les organisations, il arrive que l'imprécision règne sur les préférences, l'engagement des individus ou les règles à suivre. C'est ce que Cohen, Marsh et Olson désignent sous le terme d'anarchie organisée, qui est caractérisée par trois éléments: les préférences incertaines, une technologie floue et une participation fluctuante. Pour ce qui est des préférences incertaines, c'est quand les acteurs de l'organisation manifestent une grande variété de préférences peu cohérentes entre elles. La technologie floue, c'est-à-dire que les procédures internes ne sont pas bien stables ni bien comprises par les membres de l'organisation, qui agissent au mieux de manière pragmatique et en s'appuyant sur les expériences passées. Et enfin, pour la participation fluctuante, c'est le niveau d'adhésion et d'engagement des membres de l'organisation qui devient incertain et fluctuant. On ne sait pas exactement qui participe à la décision ou à l'action, ni avec quelle influence. Donc, dans ces organisations, les conditions préalables au choix rationnel ne sont pas remplies. Donc, c'est pour ça, on va voir pourquoi le modèle de la poubelle a été instauré. C'est pour effectivement donner quelques solutions à l'anarchie organisée dans une organisation. Donc, la prise de décision dans les organisations, à travers tout ce qu'on a, les différents éléments qu'on a vus concernant l'anarchie organisée. Donc, la prise de décision est alors décrite de manière métaphorique, comme une corbeille à papier. Donc, on va le voir dans la figure suivante, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est. On l'appelle aussi garbage can, dans laquelle sont jetés par les différents participants à la fois les problèmes et les solutions. Donc c'est comme un bac, donc on va le voir, où on met les problèmes et les solutions lorsqu'une occasion de choix se produit, c'est-à-dire à un moment où une décision doit être prise, par exemple un recrutement, un licenciement, une promotion, une dépense, une récompense, etc. dans une organisation. Celle-ci sera le résultat d'une interaction entre les problèmes, les solutions et les participants. Donc le modèle de la poubelle est celui de l'anarchie organisée finalement. Donc la prise de décision est assimilée à une poubelle de décharge. Bon, c'est une poubelle où se déchargent des questions, des solutions et des problèmes. Au fur et à mesure qu'ils apparaissent, ils ne sont pas nécessairement reliés les uns aux autres et attendent d'être traités pour trouver des solutions ou pour prendre une décision. Donc les objectifs du modèle de la poubelle, c'est quoi? C'est mettre en commun des problèmes et des solutions au fur et à mesure de leur apparition et ensuite rechercher dans cette marmite les couples problèmes-solutions qui s'y trouvent. La décision sera prise en fonction de la concordance fortuite entre une question et une réponse, entre une solution et un problème. L'utilisation de ce modèle fera apparaître deux styles de choix possibles, les décisions par inattention et les décisions par déplacement des problèmes. Comment on utilise ce modèle? Donc il y a différentes étapes qu'on va utiliser pour arriver à prendre une décision dans ce modèle. Donc on va voir dans le prochain slide. Donc là on va voir comment on utilise ce modèle dans une organisation. Donc comme il y a différentes étapes, donc on remplit la poubelle. Mettre en place un outil de travail collaboratif pour partager des informations, laisser infuser
Les solutions attendues que les problèmes correspondent émergent. Les questions attendent la bonne réponse. L'infusion sera terminée lorsqu'un couple problème-solution peut être créé. Analyser le contenu de la poubelle. La coïncidence entre un problème et une solution se présente à un moment donné. On a des imprévus ou lors de réunions dont le but n'est pas d'analyser le contenu de la poubelle. Les décideurs saisissent alors cette opportunité pour prendre une décision. Celle-ci se prend donc par inadvertance ou en déplaçant un problème pour qu'il coïncide avec une solution, mais rarement au cours d'un processus de résolution de problèmes planifié et délibéré. Donc ce modèle, il est surtout utilisé pour avoir des solutions qu'on ne connaît pas. Donc c'est comme des solutions où on a une confrontation entre problème et solution pour concorder entre les deux. Les situations d'anarchie organisée normalement ont été observées par les auteurs au sein des universités, mais elles peuvent se rencontrer fréquemment dans les organisations en forte croissance, dans des secteurs émergents ou dans des situations de forte mutation organisationnelle. Dans ces circonstances, le modèle décisionnel de la poubelle peut être porteur d'une certaine efficacité dans la mesure précisément où il peut être porteur de solutions innovantes ou révélateur de problèmes non envisagés jusque-là. Il revient alors aux décideurs et aux managers d'en comprendre le fonctionnement et de l'utiliser comme une source possible d'apprentissage pour l'organisation. On peut donner comme exemple, pour bien comprendre ce modèle, une dépense de formation peut faire suite à plusieurs types de besoins. On a l'amélioration des compétences, meilleure connaissance des consignes de sécurité, développement de l'employabilité, l'aide au transfert de savoir-faire entre générations, etc. De même, plusieurs solutions coexistent pour satisfaire ces besoins. On a le stage interne ou externe, tutorat, auto-formation, recrutement de nouveaux collaborateurs. Les participants sont multiples, de la direction des ressources humaines aux salariés, et leur implication est variable dans le temps. Donc, le modèle de la poubelle ici indique que c'est une occasion de choix. Par exemple, la finalisation d'un plan ou du plan de formation qui provoquera la prise d'une décision qui consistera en une combinaison particulière de solutions et de problèmes à laquelle n'aura pas abouti un processus de décision rationnel. Donc, le cinquième élément pour comprendre l'école de la décision est l'élément de pouvoir. Donc, il est important de la prise en compte du pouvoir dans le processus décisionnel. Donc, la prise de décision ne révèle pas uniquement la logique cognitive, dans le sens où une décision peut être imposée ou choisie en fonction de l'influence exercée par ceux qui sont favorables. Donc, il n'y a pas de définition unique de ce qu'est le pouvoir dans une organisation. Donc, il y en a différentes formulations qui peuvent être utilisées. Donc, le pouvoir peut être, par exemple, être vu comme la capacité d'une personne à influencer une ou plusieurs personnes, la capacité d'une personne à obtenir d'autres personnes qu'elle exécute ses ordres, ou bien la capacité à imposer des choix qui ont des conséquences importantes. Donc, la prise en compte des jeux de pouvoir dans le processus décisionnel dans une organisation. Il faut alors identifier les détenteurs d'influence dans une organisation qui, à travers leurs objectifs et les besoins qu'ils cherchent à satisfaire, et enfin les moyens par lesquels ils peuvent exercer leurs influences. Donc, dans son ouvrage publié en 1983, Henry Mintzberg décrit cinq fondements possibles du pouvoir que peut détenir tout individu dans une organisation. Donc là, on voit la contribution de Mintzberg dans l'école de la décision. Donc, comme je vous ai dit, Mintzberg est quand même un théoricien qui a fait beaucoup de travaux concernant plusieurs écoles. Donc ici, pour ce qui est des fondements possibles du pouvoir, donc on a le contrôle d'une ressource, le contrôle d'un savoir-faire technique, le contrôle d'un ensemble de connaissances cruciales pour l'entreprise et la détention de prérogatives légales, la capacité à être proche de ceux qui disposent d'un pouvoir reposant sur l'une des quatre formes précédentes. Bon, l'apport de Crozier dans cette partie de l'école de la décision concernant le pouvoir, donc lui il considère qu'à partir du moment où tous les individus détiennent un certain pouvoir au sein d'une organisation, ce sont des acteurs du système. Donc ils ont du pouvoir à décider. Chaque membre d'une organisation est aussi un acteur qui a ses propres intérêts, démarches d'action liées au pouvoir qu'il détient et qui s'insère dans un jeu qu'il subit et qu'il influence. La dynamique organisationnelle est alors le fruit
des innombrables ajustements et arrangements interindividuels qui se déroulent au sein du système organisationnel. Elle est marquée par l'incertitude et ne peut donc pas être assimilée à un cheminement rationnel et planifié ex ante. Pour ce qui est des apports et les limites de l'école de la décision, donc les décisions sont la partie la moins visible de la politique des organisations, mais elles sont ton moteur principal. Simon a élaboré la théorie de la décision et le concept de la rationalité limitée. Pour ce qui est des limites, il y en a plusieurs, mais donc pour ce qui est les différentes approches ne sont pas intéressées à la décision en tant que telle, mais sont focalisées surtout sur le processus qui aboutit à la prise de décision. Et c'est dans ce sens que Simon a parlé de la rationalité limitée qui vient remplacer la rationalité illimitée des théories économiques classiques. Les travaux de Simon vont être appuyés plus tard avec l'avènement de Marx et qui ont donné un caractère opératoire à ces idées. Ils avancent en effet que la prise de décision est le résultat des coalitions des groupes existants au sein de l'organisation, comme on l'a vu. L'ensemble de ces travaux présente les points communs suivants. Ils se sont tous inspirés de l'apport de d'autres écoles ou de d'autres travaux de l'école de décision. Et tous ces travaux se sont mis d'accord sur le fait que l'entreprise regroupe un ensemble de coalitions dont la plus dominante en termes d'autorité fait adhérer les autres à ses ambitions. En outre, l'ensemble des acteurs ont avancé l'idée que l'organisation exerce une certaine influence sur l'individu. Donc, comme j'ai mentionné au début du cours, donc le plus important pour les théories modernes, c'est de comprendre l'idée générale de chaque théorie. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Et les limites, c'est pas très intéressant, mais surtout de comprendre quel est l'objectif de chaque école. Pourquoi elle a été mise en place ou elle a été créée. Donc pourquoi, par exemple, on a créé la théorie des systèmes. Donc à quoi elle sert. Donc pourquoi on a créé la théorie de la décision. À quoi sert-elle? Donc il y a différents points qu'on a vus aujourd'hui durant cette séance. Et surtout de relier les théories ou les différentes écoles et leurs apports à l'organisation en cas pratique. Pour cela, donc, il y aura sûrement durant les prochaines séances une mise en situation d'une des théories ou d'une des écoles en cas pratique. C'est ce qu'on essaiera de voir. Mais sinon, parce que comme on n'a pas de vis-à-vis direct, donc il n'y aura pas de questions directement. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je répondrai avec plaisir. Mais sinon, pour ce qui est des quiz, il y aura deux quiz, je pense maximum 2 ou 3, donc ça dépendra du temps. Que c'est vraiment des questions générales si vous avez remarqué concernant les quiz. Donc c'est pas des questions, c'est pas des questions pièges, mais c'est des questions si vous comprenez ou que vous comprenez pas. Donc c'est vraiment ça. Des fois il y a des réponses, il faut choisir plusieurs réponses. Donc c'est peut-être il y en a qui ont fait l'erreur donc de répondre à d'avoir une réponse, mais il y a des questions où ça comporte plusieurs choix. Mais sinon, en général, normalement, c'est des questions quiz pour tester la compréhension en général. Donc, c'est pas des questions très difficiles. Mais cependant, pour ce qui est de l'examen, sûrement vous avez beaucoup de questions. Nous-mêmes, en tant que professeurs, on a des questions là-dessus parce que le ministère n'a pas encore décidé si le confinement va continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc, et est-ce qu'il y aura des examens en ligne? Si c'est le cas, si c'est le cas, donc il y aura un examen en ligne et qui va comporter une mise en situation euh, sous forme de relation, comment est-ce que vous êtes apte à relier ce que vous avez sur papier ou ce que vous avez appris durant les différentes séances et de le faire rappeler ou de le faire rapporter ou de le rapporter soi-disant à une situation pratique qui va vous être donnée dans une organisation. Donc c'est vraiment de faire l'analyse et de rapprocher votre vision et comment vous voyez que chaque théorie est pratiquée ou une des théories, comment elle est pratiquée dans une organisation et de l'expliquer d'une certaine manière. Donc, pour ce qui est, si jamais le confinement ne continue pas, donc on va reprendre les cours directement, comme on le faisait avant, et il y aura un examen comme d'habitude. Donc, je vous souhaite une très belle journée
Et donc, à bientôt.